déjà à 12-13 ans, j'étais très nourri d'une culture de club vidéo, disons-le. C'était chez Frank. Non, ça s'appelait les pros du vidéo. Et là, j'avais 10-11 ans, je rentrais dans le club vidéo, puis tout était nouveau. On pouvait louer des VHS. Mais faut vraiment pas oublier, là, j'étais enfant, je pouvais juste regarder des films à télé. Il y avait beaucoup d'éditions dégueulasses, c'était pas de grande qualité, les cassettes, mais on connaissait pas ça, fait que ça allait. Puis comme premier film, j'ai choisi quelque chose qui témoigne de cette époque-là. À l'époque, on connaissait pas le titre en anglais. Ça s'appelait Les Griffes de la Nuit. Et ce film-là n'a pas d'autre titre que Les Griffes de la Nuit. Là, j'avais à peu près 13 ans, 12 ans. Puis mon petit frère, lui, en avait 10 ou 11. Puis les deux, on était très, très excités par l'idée de voir cette chose-là avec un tueur, avec des lames à la place des... Et puis, on nous avait dit, il y a un temps d'attente de 3 à 4 semaines pour que vous puissiez l'avoir. Parce que souvent, il y avait une seule copie. Et j'attendais. Puis finalement, on a vu Les Griffes de la Nuit. Ça m'avait absolument viré à l'envers, ça m'avait fasciné, mais moi c'était très positif. Puis mon frère, lui, était peut-être un petit peu jeune pour voir ça, mais moi j'associe les débuts des clubs vidéo à l'horreur, puis aux Griffes de la Nuit de Wes Craven. Donc c'était mon premier choix pour reculer dans mon enfance. Fallait que j'étudie en cinéma parce que déjà à l'adolescence, mon amour du cinéma d'horreur, je pensais pas faire des films d'horreur, mais il y avait une porte qui s'était ouverte, un intérêt pour le cinéma. Je me suis ramassé au collège John Sick, j'avais pas d'amis, puis il y a un prof qui m'a énormément frappé, qui est resté mon ami après, qui a même fait la caméra sur certains de mes films. Et quand je suis arrivé là-bas, je lui ai parlé de ma passion des films d'horreur, et il m'a très très vite cassé. Et à un moment donné, il a dit « Écoute, Denis, si t'es pour étudier en cinéma, faut que tu t'ouvres à d'autres choses. » Et ce prof-là, un jour, il a dit à tous les étudiants « Il y a une liste sur le mur, 100 films que vous devez avoir vus. » Mais là, j'ai fait « Faut que je fasse le tour de cette liste-là. » Et j'avais un coloc qui est devenu directeur photo, Steve Asselin. Et un soir, on a loué, un peu au hasard sans les connaître, L'important c'est d'aimer, de Andrzej Żuławski, et Théorème, de Pasolini. Donc, jeune étudiant, 18 ans, on sait pas ce qu'on va regarder. Je sais pas ce qui s'est passé cette soirée-là, mais il y a eu une cassure, chacun d'entre nous. Lui, c'était L'important c'est d'aimer, moi, c'était ça. Plus tard, L'important c'est d'aimer, c'est devenu mon film préféré. Qu'est-ce que j'aimais dans ça? À cet âge-là, je comprenais pas vraiment ce que je venais de voir, mais je savais que quelque chose venait de s'ouvrir. Ensuite, Pasolini, c'est resté un de mes cinéastes assez fétiches, mais je ne sais jamais pourquoi j'aime Pasolini. On regarde ses films, ça a l'air d'être fait un peu avec les coudes, il y a une énergie documentaire, il a l'air d'avoir des erreurs techniques, puis tout à coup, il y a une poésie qui explose. C'est comme rester un mentor qui me dit « Tu peux peut-être tourner des films n'importe comment, puis tu iras trouver du montage, de la poésie dans le montage. » Puis c'est comme rester un guide pour moi, Pasolini. On n'aime pas tout, c'est un poète communiste extrêmement intellectuel. Je maîtrise pas toutes les lectures sur Pasolini, mais c'est un compagnon de cinéma qui est resté. Donc ça, c'est mon film découverte pendant mes études. J'étais pas sûr de ce que je venais de voir, mais quelque chose venait de s'ouvrir en moi. Puisqu'on racontait un petit peu ma vie, maintenant, à l'âge que j'ai, je suis moins en mode découvrir absolument tout, puis courir voir 25 films dans un festival. À un moment donné, t'as 50 ans, puis tu te dis, ben ma cinéphilie est un peu faite, j'ai pas besoin de toujours voir la nouveauté. Puis, comme francophone, on a suivi le cinéma français sur plusieurs décennies, on a aimé beaucoup de cinéastes. Puis, j'ai l'impression qu'il y a eu une certaine, je sais pas si t'es d'accord, là, une crise du cinéma français depuis une vingtaine d'années. Ça nous paraît un tout petit peu moins intéressant. On a commencé à aimer beaucoup plus les films québécois que les films français. Puis, les grands auteurs français, c'est comme s'ils sont un peu disparus, puis c'est plus dur de savoir qui on aime ou... Moi, je trouve qu'il y en a un, aujourd'hui, en 2024, si on me demandait le cinéaste français le plus intéressant, Alain Guiraudie. Puis je suis très content que t'aimes le film toi aussi. L'Inconnu du lac, c'est un film que j'ai vu à peu près 10 fois. J'adore faire découvrir ce film-là à n'importe qui, en fait, parce qu'il y a quand même de sacrées surprises dans ce film-là. Ce que ça raconte, ben, c'est une plage gay nudiste. Ces endroits-là existent en France, un petit peu moins ici, dans le sud de la France. Puis les hommes gays vont se draguer sur des plages nudistes. Et le film, c'est rien d'autre que ça. Le personnage principal, à un moment donné, est témoin d'un meurtre dans le lac. Un meurtre commis par un magnifique
Tom Selleck avec une moustache royale. L'acteur est tellement beau, là, mais pour vrai, il est beau. Puis, ben, c'est un tueur, et puis là, ben, les hommes sont tous amoureux de lui, fait qu'ils osent pas le stouler, comme on dit. C'est fascinant, c'est drôle, c'est touchant, la finale est extraordinaire. Il y a des scènes qui sortent de nulle part, carrément porno, tu t'attendais même pas de voir une scène comme ça, ça explose dans l'histoire. Donc ça, c'est mon film préféré de lui, et je crois que tout le monde qui aime Guiraudie, c'est leur film préféré. Lui, j'ai l'impression qu'il les a vus, ces films d'horreur, que c'est un très grand cinéphile. Il tient beaucoup à sa thématique queer. Très rarement des femmes dans le cinéma de Guiraudie, c'est pas trop quoi faire avec des personnages féminins. Mais quand il arrive chez ces hommes-là, il est capable de mettre une notion de fantastique. C'est pas juste des histoires gays ou avec des éléments porno. Il y a un fantastique qui rôde dans ses films, puis je trouve qu'il détourne bien des codes comme ça. Puis comme j'ai cherché un petit peu les mêmes choses, c'est peut-être pour ça que j'ai une certaine parenté artistique puis une admiration pour ce cinéaste-là. Puis je l'ai aussi rencontré, extraordinairement sympathique, très sur le party. Moi, selon moi, cinéma français, Alain Guiraudie, c'est peut-être un des meilleurs cinéastes présentement, oui. Je suis forcément devenu cinéaste, j'ai étudié le cinéma, j'ai commencé à tourner des courts-métrages au début des années 2000. J'avais forcément j'ai commencé à avoir des cinéastes de chevet, là, mes préférés, si on veut, qui avaient une œuvre assez concrète. J'étais Fassbinder, Herzog, Cassavetes, Maurice Pialat, Godard. Tu sais, c'est pas des trucs très originaux, Antonioni, mais je veux dire, jeune cinéphile qui veut faire du cinéma, c'est des beaux incontournables quand on veut faire du cinéma d'auteur. Je courais les festivals et tout. Et parmi tous ces cinéastes de chevet-là, pas beaucoup d'originalité, mais Robert Bresson, son tout dernier film, L'Argent, certains pourraient trouver ça extrêmement chiant. La toute première fois que moi j'ai vu ça, c'est pas le mot que j'aurais utilisé, chiant, mais je savais que j'étais devant un objet d'une immense pureté que certains pourraient trouver intello à en vomir. Mais je savais que j'avais quelque chose à retirer de ça. Je suis reparti dans tout Bresson. Donc, L'Argent, c'est un film très conceptuel autour de la notion de l'argent. Fait qu'on pourrait pratiquement appeler ça un film à sketch. Robert Bresson, c'est quand même quelqu'un qui avait des messages à passer. Je pense à Le Diable probablement, un film très déprimant, sombre, qui essayait de nous dire que la pollution allait nous tuer. Un film un petit peu dépassé aujourd'hui, mais t'avais l'impression qu'il fallait se suicider après avoir vu ça. Puis le prochain, ce qui est celui-là, L'Argent, là, il a fait tout ce qu'il y avait à nous dire sur la saleté de l'argent, comment ça corrompt la société, tu sais, des gros messages, là. Mais au niveau de la stylistique du film, les sketchs sur l'argent, un après l'autre, puis c'est tous des gens qui ont un rapport conflictuel à l'argent, c'était d'une très grande puissance à mon avis. Mais j'ai aucune idée ce que des jeunes aujourd'hui penseraient de ça. Est-ce qu'ils sont capables de prendre un film comme ça puis le mettre en perspective de quelque chose? J'en ai aucune idée, là. C'est un monsieur de 50 ans qui parle, puis j'aimerais beaucoup que quelqu'un de 20 ans qui regarde ça me dise ce qu'il en pense. Peut-être complètement dépassé, mais c'est très fort pour moi. J'ai décidé de choisir Réjeanne Padovani de Denis Arcand. Et c'est juste parce que derrière le DVD, c'est écrit « Une société pervertie ». Je me souviens pas à quelle période précise que je l'ai vu et si j'ai vraiment fait « Wow ». J'adore les 3 premiers Denis Arcand, ils sont tous restaurés aujourd'hui. Maudite Galette, Réjeanne Padovani, Gina, c'est le trio vedette de Denis Arcand des années 70. Mais surtout, si je l'ai pris au-delà du fait que le film est fascinant, je trouve que depuis quelques années, on va remarquer que Denis Arcand est un peu âgé. Denis Arcand a une opinion sur la société qui est un petit peu réactionnaire. Des films, tous les derniers films vont nous intéresser un peu moins. Nous, les gens de mon âge, vont être un peu « Bon, ça m'intéresse plus beaucoup Denis Arcand », mais j'oublie pas qu'il a fait ces films-là. Mais surtout, les jeunes de 30 ans, eux, ils ont à peine connu le déclin de l'Empire américain ou les invasions barbares, et pour eux, c'est un cinéaste qu'ils veulent même pas regarder, ils vont voir un extrait de Testament, ben voyons, un cinéma de papy, et il reste une bataille à mener pour donner le goût aux gens de 30 ans de tout voir de Denis Arcand avant 1986, puis c'est plusieurs œuvres fascinantes. Donc j'ai sauté sur Réjeanne Padovani parce que c'est une de celles-là. C'est l'histoire de mafieux qui s'invitent à souper un soir. Ils sont tous assis en haut, ils écoutent une chanteuse d'opéra. C'est très grandiloquent, c'est ridicule. C'est la grande bourgeoisie qui ferait rire Pierre Falardeau, là, tu sais.
Et au sous-sol, ils ont décidé d'envoyer tous leurs chauffeurs. Et les chauffeurs boivent une petite Molson, puis ils disent des petites affaires sur leur boss au 2e étage. Donc la métaphore est savoureuse. C'est que Denis Arcand a toujours eu un peu les mêmes thèmes. Il aime cogner sur des clous, la corruption, la bourgeoisie, des assez beaux grands thèmes de la société québécoise. Il veut parler de politique, il veut parler de ce qui va mal dans notre société. Là, vous avez tous les thèmes du cinéma de Denis Arcand dans cette phrase. Une société pervertie